raconte. Christophe Andelatte. Je vous raconte aujourd'hui une histoire très douloureuse. L'histoire de Camille Borin, tirée de son livre qui paraît au Cherche Midi, « Tu m'as laissé en vie ». Camille était mariée à un agriculteur, Augustin, éleveur de porcs dans la Somme. Assommé par une masse de problèmes intimes et la crise du porc, il s'est pendu en octobre 2017, la laissant veuve à 24 ans. Une histoire que j'ai écrite avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Je m'appelle Camille. Quand Augustin, mon mari, éleveur de porcs dans la Somme, s'est pendu le 27 octobre 2017, j'avais 24 ans, et lui 31. L'histoire qui va suivre est mon histoire, ma vie. Tout est vrai. Rien n'a été arrangé. Le suicide agricole ne se résume pas à des statistiques. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Ceux qui partent et ceux qui restent. Ma vie n'est pas un roman. Voici mon histoire vraie. J'ai 15 ans. Un drôle d'âge pour une fille. Certaines sont des ados, encore un peu gamines. Mais moi, je suis une femme. Ma vie m'a forgé une maturité avant terme. Et physiquement aussi. J'ai des hanches, de la poitrine, je me maquille, je suis une adulte. J'ai grandi à Montreuil-sur-Mer, une citadine. L'école ne m'a jamais intéressé. Je vais essayer d'avoir mon brevet. Ça sera déjà ça. Au mois de février 2008, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je vois une publicité à la télévision pour un site de rencontre. Je m'inscris. Et c'est comme ça que je rencontre Augustin. On s'échange nos numéros de portable, on poursuit la conversation par SMS. Il a 22 ans et moi donc 15. Et dès ses premiers messages, il me dit qu'il est agriculteur, éleveur de porcs. Il n'a jamais quitté sa ferme familiale, sauf une semaine, pour aller en classe de neige. Et il me le dit d'entrée. Si ça devient sérieux, il faudra accepter la ferme. Ça me pose pas de problème. Notre première rencontre, je me souviens, c'est un dimanche, le 30 mars 2008. Ça fait 5-6 semaines qu'on se connaît par SMS. On se donne rendez-vous devant chez moi, dans la rue. Bonjour. Bonjour. Il a un beau sourire, franc, et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Tout de suite, Augustin me parle beaucoup de sa ferme. Et puis, un week-end, environ 3 semaines après notre rencontre, une paire de bottes et hop, j'y vais. Et une chose me frappe d'entrée, la promiscuité. Il y a plusieurs maisons, la sienne, celle de sa grand-mère, presque collées. Et autour, tout près, les hangars du matériel et les bâtiments des cochons. Une vie en vase clos. Et l'odeur des cochons, on s'y habitue vite, mais la première fois que j'ai rapporté mon linge à laver à ma mère, je me suis aperçu que ça imprégnait les vêtements. À la ferme, Augustin travaille avec son frère, Thomas. Leur mère passe de temps en temps, mais sans participer aux travaux. Et donc assez vite, je m'y mets moi aussi, un week-end pour la moisson, car Augustin cultive la nourriture de ses cochons. Ah, les journées de folie! Et après le week-end, comment rentrer chacun chez soi? Non! On se dit, on est fait l'un pour l'autre, pourquoi attendre? Bien sûr, je n'ai que 15 ans, mais en général, les gens me disent « T'as 15 ans? Mais c'est pas possible. » J'en parle à ma mère. Elle ne cherche pas à m'en empêcher. Et donc je quitte Montreuil-sur-Mer, ses commerces, sa vie, pour une ferme située bien en retrait d'un village d'à peine 500 habitants. Loin de tout, mais avec Augustin. Je savais qu'Augustin n'avait plus son père.
Mais il ne m'a pas tout dit d'un coup, il a fallu du temps. Un soir, son père allait très bien, et le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Personne n'a jamais su, ni comment, ni pourquoi. Oh, Augustin, le jour où on a parlé de ça, j'ai senti ton malaise. Tu n'as pas accepté la disparition de ton père et la façon dont ça s'est passé. Je ne t'ai jamais entendu accuser qui que ce soit, car tu ne savais rien du fin mot de cette histoire. Mais j'ai perçu ton malaise, tes incompréhensions, ton refus. Quand son père est mort, Augustin avait 18 ans. Et plus tard, sa mère a quitté la maison pour rejoindre un autre homme. Mais elle est restée le chef d'exploitation. Quand je rencontre Augustin, elle lui loue la ferme de son père, en fermage. Et sa grand-mère lui loue sa part. À la ferme, Augustin n'a que le statut d'aide familiale, avec une couverture sociale minimum, mais pas de salaire. Et son frère Thomas n'est qu'ouvrier agricole. Lui aussi, Thomas, il a été rejeté, parce qu'il ne ressemblait pas physiquement à son père. Augustin ne supportait pas ces racontars. Un jour, on se chamaillait. Ma main a effleuré son visage. Effleuré. Il s'est mis à pleurer. Je n'ai pas compris. Ça a dû faire remonter des choses enfouies. Il s'est mis à me raconter des histoires anciennes de son enfance, du genre qui laisse des cicatrices à vif. Je crois que je lui ai donné plus d'amour qu'il n'en a jamais reçu. En tout cas, c'est ce que je croyais. C'est ce que je voulais. On se marie juste après mes 18 ans, en avril 2011. Augustin n'a pas voulu qu'on passe par l'église. Si Dieu existait, mon père serait pas parti si tôt, non? Mais même le jour de notre mariage, il a fallu nourrir les cochons. Le vin d'honneur après la mairie a été une catastrophe. Déjà, la mère d'Augustin n'était pas là, alors qu'elle était invitée. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, du côté d'Augustin, hormis Thomas et sa femme. C'est avec ma famille que ça a dégénéré. J'avais invité mes parents, bien que séparés, et le vin aidant, ils se sont mis à régler leurs comptes. Et après la noce, pas question de voyage de noces. Après notre mariage, le bonheur. Des balades en quad à l'orée des bois, des virées en baie de Somme ou sur les plages du Pas-de-Calais, une virée à Paris, juste pour déjeuner au restaurant. On devait avoir l'air heureux, ils nous ont offert un verre. Et on a dû rentrer le soir tard pour nourrir les cochons. Et quand il s'est foulé la cheville en descendant de sa moissonneuse, eh bien j'ai dû apprendre à conduire le tracteur. Tu vas y arriver, Malala. Et puis, je vous présente Largo, notre chien, un labrador, un membre de la famille. En vérité, le dernier lien qui me reste aujourd'hui avec Augustin. Il faut que je vous raconte comment fonctionne notre système. On pratique la polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on cultive le blé, l'orge, les févroles, les escourgeons, et qu'avec, on nourrit nos cochons. C'est une économie circulaire. Ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. En janvier et février, on prépare les terres, on déchaume, on laboure. En mars, on sème l'orge du printemps et les févroles. On a choisi des semences fermières, c'est-à-dire directement issues de nos récoltes de l'année dernière. Pour nourrir le sol, on utilise le lisier de nos cochons et un minimum de produits phytosanitaires. L'été, on moissonne, au 14 juillet, l'escourgeon, le blé 15 jours plus tard, et les févroles, fin août, début septembre.
Les mauvaises années, évidemment, nos 50 hectares ne suffisent pas. Alors on est obligé d'acheter. Et pendant ce temps-là, l'élevage se poursuit. Les inséminations toutes les 5 semaines, les naissances, le tatouage des porcelets. Et tous les jours, il faut les nourrir. 80 à 100 seaux à porter à bout de bras. On a toujours quelque chose à faire. Parfois au-delà du raisonnable. Une seule demi-journée de repos par semaine, le dimanche après-midi. Le dimanche, on les nourrit une fois et on mange un bon repas et on s'affale sur le canapé devant la télé. Si on avait eu un enfant, est-ce qu'Augustin n'aurait pas... Ça me taraude, ça. On l'aurait appelé Roman ou Enzo. On n'a pas pu en avoir. Quatre ans après notre mariage, nous n'avions toujours pas d'enfant. On a fini par me détecter un problème au niveau des ovaires. On nous a proposé de faire une FIV, une fécondation in vitro. La première, on a vu 2 embryons sur l'écran. Et puis je les ai perdus. On a beaucoup pleuré, beaucoup. Et nouvel échec 1 an et demi plus tard. À ce moment-là, il ne nous reste qu'un espoir. 3 embryons congelés. Augustin, décidément, notre enfant ne naîtra pas. Un soir, vers 23h, Augustin va mettre en marche le moulin qui permet de mélanger les aliments. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il en met du temps. Je sors, je trouve notre chien à l'entrée du bâtiment, porte fermée. Et je n'entends pas le moulin tourner. Augustin? Tu répares le moulin? Y a un problème? J'ouvre la porte. J'ai une lampe torche pour ne pas réveiller les cochons. D'ailleurs, je les entends ronfler. Un vieil escalier en bois. Augustin? J'arrive dans le grenier. Il s'est pendu. Il a accroché une corde à une poutre et il s'est pendu. Heureusement, les pieds touchent le sol, je m'élance, je retire la corde et il me dit « Pourquoi t'as fait ça ?»« Allez, viens, on rentre. » Cette première tentative de suicide s'est passée entre les 2 filles. Avant, Augustin était la force de notre couple. Maintenant, il a besoin de moi pour tout. Il est dévoré par les angoisses. Il a peur. Il a même peur d'aller chez le dentiste. Il faut que je l'accompagne. Et certains jours, il ne peut pas travailler. Du coup, j'ai pris un boulot à mi-temps à l'extérieur. Et avec Thomas, on s'occupe de la ferme. Et après, je me bats pour que son médecin consente à le voir vite. Il l'envoie dans une maison de repos, en baie de Somme. Mais jamais, jamais il ne prononce le mot dépression ou burn-out. Il me parle d'un mal-être qui remonterait à l'enfance. Mais moi je crois que c'est un burn-out, un épuisement professionnel, enfin 70 heures par semaine, 2 fois 35 heures, et les problèmes financiers qui nous pendonnaient. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais on a fini par racheter la ferme en 2011. 100 000 euros pour le matériel, 40 000 pour le bétail et 50 000 pour les stocks. 190 000, dont 60 000 à 6%, remboursables sur 10 ans. On paye de grosses mensualités. Et on n'a pas acheté la terre. Pour la terre, on doit payer en plus un fermage à la mère et à la grand-mère. Ça l'a miné, tout ça. Quand il est rentré de la clinique, je n'ai pas pu l'en empêcher. Augustin a pris un café et il est allé au cochon. Et puis, à cette époque-là, d'un coup, nos truies commencent à avoir des portées plus petites. Jusqu'à ce que sur 18 truies inséminées, il n'y en ait qu'une qui devienne pleine. Une seule. On leur fait passer une échographie et on nous dit que ça peut venir des rats. On a bien vu des rats, quelques rats.
Mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils viennent contaminer nos truies. On a fait venir un dératiseur, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a eu un impact financier. On n'était pas assuré pour les rats. Il a fallu remplacer les truies devenues infertiles, 2000 €. Et puis là-dessus est arrivée la crise du porc. On nous achetait le porc entre 1,30 € et 1,50 € le kilo. Les cours se sont effondrés d'un coup à 1 à la banque. Un crédit à 6%, c'est exagéré. Il n'y a pas eu moyen de renégocier. J'ai demandé si on pouvait avancer l'emprunt que la banque nous octroie chaque année en attendant l'arrivée des subventions de la PAC. Ils ont refusé. Vous savez, ce n'est pas moi, hein. La décision vient du siège. Et puis on devait de l'argent à la coopérative. 18 000 €. Mais la coopérative, ça fait bien longtemps qu'elle a perdu sa mission originelle, hein. Elle est dans une logique de profit. Elle nous a envoyé une facture de 24 000 €, avec mise en demeure. 6 000 € d'intérêt sur notre dos. Au pire moment, ils avaient décidé de nous tuer. J'ai réussi à intercepter la première lettre, mais c'est Augustin qui a ouvert la deuxième. Monsieur, dans l'affaire référencée en marge, du fait que vous n'avez pas jugé utile de donner une suite favorable à mon intervention, je vous informe que je procède à l'exécution forcée des sommes ci-dessous. 24 016,88 €. À défaut d'un règlement sous huitaine, nous saisissons le tribunal compétent qui ne manquera pas de vous occasionner des frais supplémentaires en application des articles 1153 et 1904 du Code civil. Salutations distinguées. J'ai finalement réussi à négocier un échelonnement, mais sur 24 000, pas sur 18 000. J'ai baissé les bras. Et bien sûr, on a arrêté de payer le fermage à la mère et à la grand-mère. On pensait qu'elles comprendraient. Elles n'ont pas compris. J'ai fini par aller voir notre député, Emmanuel Maquet. Ça a été comme une bouffée d'oxygène. Il a envoyé une lettre à la banque, à l'entête bleu-blanc-rouge de l'Assemblée. C'était le 23 octobre. C'était déjà trop tard. Honte. Honte à tous ceux qui ont fait culpabiliser mon Augustin. Quand je suis rentré du rendez-vous avec notre député, j'ai trouvé Augustin en pleurs. J'ai appelé, je lui ai pris un rendez-vous avec le psy. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. En tout cas, ce jour-là, il n'a pas travaillé. Le lendemain, il est parti semer, mais sans entrain. Le jeudi, on a dû annuler le rendez-vous chez le coiffeur. Il n'en avait pas la force. Et là, on a reçu un coup de fil du notaire. Votre grand-mère réclame expressément le paiement des fermages en retard. Hein, si vous ne le faites pas, j'entamerai une procédure de destitution des terres. Le lendemain, le vendredi 27 octobre 2017, il m'a réveillé à 6 heures. Il m'a dit « Je me sens plus capable de semer, Lala. » « Mais t'inquiète pas, je vais tout faire avec toi. » On a commencé par aller nourrir les truies. « Tu sais, Lala, j'ai plus envie d'être agriculteur. » « D'accord, je respecte ton choix. » À midi, j'ai préparé un bœuf bourguignon. C'était son plat préféré. Et puis je l'ai perdu de vue pendant quelques minutes. Quelques minutes, pas plus. On l'a appelé avec son frère. « Mon Augustin, t'es où ?» Son frère est allé au hangar. Je l'ai entendu crier, c'était glaçant. C'est lui qui a décroché la corde. On a essayé de le ranimer. C'était trop tard. Il s'est pas suicidé. Il a été tué. Tué. Le lendemain,
Je suis allé à la boîte aux lettres. J'y ai trouvé un courrier de notre député. Il avait décroché un prêt du Crédit Agricole. L'argent était déjà sur le compte. Le lendemain. Mardi 31 octobre. Tu es parti depuis vendredi. J'ouvre le journal. Un éleveur de porc de laine a tué ses 3 enfants et sa femme et a mis fin à ses jours. Toi, Augustin, tu as voulu que je vive. Tu m'as laissé en vie pour que je témoigne. Notre monde est devenu fou. Il tue les paysans qui l'alimentent. Je vais le dire, je te le promets. Je vais le répéter et tu m'aideras à trouver les mots. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour ce récit probablement difficile à entendre, pour vous, par vous, Camille. Hein, oui. Ouais. Vous me confirmez, tiré de votre livre qui paraît au Cherche Midi. Tu m'as laissé en vie. Vous êtes toujours à la ferme aujourd'hui ? Non, j'y vis plus, mais j'exploite toujours les terres. Ouais. Mais j'ai arrêté l'élevage. C'est-à-dire que vous faites plus que les céréales, quoi. Voilà. Et vous les vendez Voilà, je vends tout à la coopérative. directement, Sans rancune, vis-à-vis de la coopérative, je veux dire. C'est plus la même coopérative, donc j'en suis satisfaite. Mhm. Après, c'est plus du tout la même chose. Vous êtes donc devenue agricultrice au-delà de lui. Voilà. Vous resterez agricultrice. Oui, je pense. J'aurai toujours cette passion qui est en moi et qui m'a transmise. Il vous a appris le métier ? Ah oui, j'y connaissais absolument rien du tout. J'aimais pas ça. La première fois que je suis arrivée à la ferme, j'ai vomi avec l'odeur des cochons. Et puis, j'ai jamais pu m'en passer. Et aujourd'hui, je peux toujours pas m'en passer, mais je fais avec. Je crois que vous avez fait une formation d'ailleurs depuis la mort de votre mari. Je me suis battue pendant 1 an pour obtenir l'autorisation de la direction départementale des territoires et de la mer pour avoir l'autorisation d'exploiter à mon nom, à mon nom propre. Et ça, j'en suis très fière. Alors c'est l'occasion de dire que pour raconter cette histoire, vous avez été obligé d'abord de publier sous votre nom de jeune fille et pas sous votre nom de femme mariée, de changer aussi le prénom de votre mari qui ne s'appelait pas Augustin. Non, il ne s'appelle pas Augustin et Thomas ne s'appelle pas Thomas. Et Thomas ne s'appelle pas Thomas. Vous êtes donc, c'est ce qu'on comprend entre les lignes et vous en dites ce que vous voulez, toujours en conflit avec votre belle famille comme il l'était lui. Oui, et encore pire. Et encore pire. Alors, d'abord, pour vous avoir lu d'un bout à l'autre, avant de vous raconter, j'ai bien compris que vous avez pesé chacun des mots de ce livre, qu'il n'est pas question donc de vouloir vous faire aller au-delà de ce que vous avez écrit, mais quand même on comprend de manière assez explicite que le père de votre mari s'est lui-même suicidé, ou possiblement suicidé. Je peux pas affirmer, on sait pas du tout ce qui s'est passé. Je n'étais pas en couple avec Augustin quand ça s'est passé. Ouais. Mais Augustin a toujours eu des doutes sur le décès de son père. Et c'est resté comme un truc dont on parle pas. C'était un sujet vraiment tabou, en fait. C'est moi qui ai dû lui faire dire s'il avait des doutes ou pas, parce que quand on demande à son mari « mais de quoi ton père est mort ?» et qu'il répond « je ne sais pas », c'est quand même quelque chose d'assez troublant pour une jeune fille de 15 ans. C'est fou, on se parle pas dans cette famille. Hein. Non, il y a trop de secrets. Et encore aujourd'hui, et ouais. Je pense qu'il a emporté avec lui beaucoup de secrets. Tout ça, ça nous met sur la piste d'une dépression héréditaire. Oui, je pense. Les psychoses dépressives sont héréditaires. Du coup, quelle est la part que vous faites dans l'explication de ce qui s'est passé entre ce qui est héréditaire et puis ce qui est dû aux banques, au système, à la coopérative, à tous les salopards qui lui ont pas tendu la main. Parce que vous écrivez bien, hein, il ne s'est pas suicidé. Parce il a que été pour tué. moi, il y a des responsables. Il y a des responsables, on se suicide pas par... C'est pas un jeu. La vie, c'est pas un jeu, c'est parce qu'on n'en peut plus.
Et il en pouvait plus parce il y a trop de pression. Et c'est pas que nous. Il y a trop de pression. Les organismes en France mettent trop de pression sur les agriculteurs. Mmh. Et c'est plus possible. On joue pas avec la vie des gens. Mais il avait, comme on dit, un terrain favorable, malgré tout, c'est-à-dire quelque chose d'intime, de profond, qui l'amenait à la dépression. Oui, ça, je pense réellement que les médecins avaient raison quand ils disaient qu'il y avait un mal-être par rapport à l'enfance. Je reste persuadée qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance qu'on ne saura jamais. Parce qu'il n'est Mais pas allé jusqu'à vous dire les choses. non. Par exemple, la scène de la presque gifle, là, où vous chamaillez, Oui. votre main effleure, et il se met à pleurer. Oui. Et évidemment, ce qu'on peut supposer, que sans doute vous supposez vous aussi, c'est qu'il a été battu. Oui. Mais il dit pas « j'ai été battu ». Il me le dit avec ses mots, mais moi j'en déduis qu'il a été battu. Mais lui-même me dit pas j'ai été battu pendant toute mon enfance ou mon adolescence. Mais je le comprends comme ça. Est-ce qu'il y a aussi dans cette histoire qu'à la campagne, ces choses-là, on s'en occupe pas? C'est-à-dire qu'évidemment, il aurait fallu qu'il consulte, il aurait fallu qu'il parle, qu'il voit un psy régulièrement, peut-être, Oui. que ça sorte, tout ça. Peut-être qu'il y ait une médiation avec sa mère, Oui. que les secrets sortent. Et non. Non, une fois que la porte elle est fermée, il faut rien montrer, il faut rien dire. Mmh. Et il faut surtout pas parler des sujets qui fâchent. Parce que c'est un petit village. C'est un petit village, il y a 500 habitants à peine et que tout se sait. Et que pour les gens qui font des actes comme ça auprès de leurs enfants, je pense que c'est une honte. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moi la méchante et eux les victimes, alors que c'est tout l'inverse. Moi, je n'ai pas fait de mal à mon mari. Par contre, eux leur ont fait du mal. Mmh. Et vous n'êtes pas de cette culture du secret, du silence, du on dit rien, du... Non, sinon, j'aurais pas écrit le livre. Ouais, ça se voit, oui, effectivement. Voilà. Ouais. Faut dire les choses. Arriver à un moment dans la vie, il faut dire les choses. Et là, je dis la vérité. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y a pas de soutien. C'est idiot ce que je vais dire, parce que les gens vont éclater de rire, mais il n'y a pas de soutien psychologique pour les agriculteurs. Ah non, Ils se débrouillent, quoi. ils se débrouillent, oui. Ils Mmh. vont travailler du lundi au dimanche et à perte, pour la plupart. Mmh. Mais faut rien dire. Alors, pour revenir à la famille, d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a un manque d'amour. Totalement. Totalement. Augustin, il a eu plus d'amour en 10 ans auprès de moi et de ma famille qu'il en a eu pendant Auprès de la sienne. 31 ans auprès de la sienne. Hmm. Il y a rien. J'ai jamais vu Augustin dans les bras de sa mère, j'ai jamais vu Augustin dans les bras de sa famille. Moi qui ai vécu une enfance où, au contraire, c'était tout l'inverse. J'arrive dans une famille où il faut pas... Le je t'aime, c'est tabou, on montre aucune émotion. Moi, ça m'a profondément choquée. Où manifestement, on est malheureux de père et de mère en fils. Quoi. Je pense, oui. Ouais. Je pense. Ouais, comme une sorte de cercle vicieux. Parce que dans le monde rural, quand même, la tradition dans la transmission des entreprises, c'est, bon, on peut pas trop te donner un coup de main parce qu'on n'a pas trop de sous, mais au moins on te donne les terres et on te laisse le matériel et le bétail. Il faut qu'il rachète le matériel, Oui. il faut qu'il rachète le bétail, et il faut qu'il loue à sa mère et à sa grand-mère les terres qui lui viennent de son père. Voilà, exactement. Faut qu'il loue son héritage. C'est... C'est juste incroyable. Mais je suis dans la même situation que lui aujourd'hui. Mais vous ne dites pas d'ailleurs, vous n'insistez pas là-dessus, que ça le minait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lui, il avait accepté cette situation, qu'il fallait racheter la ferme, qui était pourtant celle de son père, et qu'il s'était obligé à reprendre à 18 ans. Je pense que oui, il avait cette obligation en lui de reprendre dès le décès de son père, parce qu'il avait toujours vécu là-bas, même s'il était en apprentissage à l'extérieur. Et quand ça a été à nous de reprendre, je pense qu'il s'est aussi senti obligé de payer pour avoir cette exploitation qui, de base, est son héritage. Et il avait ça dans le sang. C'est-à-dire qu'il avait la passion. Sauf qu'à la fin, il n'y avait plus de passion. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, l'agriculteur qui n'a plus de passion, c'est que ça va pas du tout. Et d'ailleurs, je crois que vous avez découvert dans son téléphone, après sa mort, qu'il avait consulté des annonces immobilières. Oui, c'est exact. Des annonces de maisons à vendre dans le Pas-de-Calais où habite ma famille. Donc je pense qu'il était sur la voie de vouloir arrêter l'exploitation, mais il n'en a pas eu la force. Après, il faut savoir que pour un agriculteur, arrêter ce qui a été transmis de son père, de son grand-père, voire même de ses arrière-grands-parents, c'est une honte, l'échec. L'échec en agriculture, c'est une honte. Alors parlons de cette
souffrance, alors là pour le coup purement agricole, c'est-à-dire eût-il été heureux en famille, eût-il eu une belle relation avec sa mère, sa grand-mère lui a-t-elle donné ses terres ou prêté gratuitement jusqu'à ce qu'il en hérite. N'empêche qu'il y a aussi l'histoire de la difficulté, notamment dans l'élevage de porcs, dont les cours fluctuent en permanence, de pérenniser une entreprise. Alors d'abord, votre histoire, c'est que au moment où vous reprenez la ferme de votre belle-mère, Oui, c'est ça. en vérité, elle n'est pas en bonne santé, la ferme. C'est-à-dire, vous sortez, je crois, 265 porcs par an, et vous dites qu'il en faut combien pour s'en sortir? Pour s'en sortir, il faut au minimum 1000 porcs par an. Sauf qu'on reprend un élevage qui n'a pas été renouvelé par cette personne. Du coup, les truies ne remplissent pas comme il faudrait que ça remplisse. Elles sont vieilles? Elles sont vieilles. Et pour renouveler un élevage, ça coûte très cher. Une truie à la réforme, c'est 150, grand maximum 170 € la truie, quand on la vend. Et pour acheter 6 jeunes cochettes pour la reproduction, c'est minimum 2000 € les 6. Donc c'est juste impossible. Donc la ferme n'est pas en bon état, il faut racheter le matériel, le bétail, etc. Et il faut louer la ferme. Il faut louer la ferme, il faut louer les terres. Et en plus de ça, il faut faire des mises aux normes qui nous tombent dessus juste au début de notre installation. Donc ça soit les mises aux normes pour le GNR, parce qu'on ne peut plus mélanger le fioul domestique dans les tracteurs. Donc c'est un nouveau fioul qui sort, donc c'est une mise aux normes de l'Union européenne. Et ça, on nous dit que les truies n'ont pas assez de mètres carrés pour vivre, donc du coup il faut tant de mètres carrés par truie, donc il faut encore faire des mises aux normes. Mais jamais on nous demande si nous, éleveurs, on peut payer, on peut subvenir à ces besoins-là. Donc, il faut faire des concessions sur beaucoup de choses et sur notre salaire personnel. Combien vous sortez à l'époque par mois, avant la mort de votre mari? Est-ce que vous pouvez nous le dire sans... Oui, on se prélevait 300 € par mois. À deux? Pour vivre. Waouh! Mais on vit pas. On survit. Vous aviez 3500 € de charges par mois. Oui. Tous les mois, à sortir. Tous les mois, à sortir. Alors vous le dites avec beaucoup d'honnêteté, quand ça roule, ça veut dire que vous sortez 300 € par mois à deux, hein, donc on va mettre ça roule entre guillemets. Quand ça roule, vous ne vivez au fond que grâce aux aides de la PAC, la politique agricole commune, qui vous sont versées une fois par an. Oui, parce que plus on a d'hectares, plus on en touche. Nous, on n'avait pas beaucoup d'hectares, donc on n'en touchait pas. Ouais. Voilà, 50 hectares. On n'en touchait pas beaucoup, mais dans notre situation, ça nous aidait que le prêt soit avancé du coup de 1 an par la banque, sauf cette dernière année où ils ont refusé. Mais c'est important. Alors c'est important d'avoir les aides PAC, mais c'est tout aussi important que les prix remontent. C'est juste inadmissible en France qu'un éleveur de porc vende ses porcs à 1 € du kilo et qu'il soit vendu au supermarché à des gens comme vous à 8 € minimum du kilo. C'est juste pas possible. Il y a trop d'intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Et puis il y a la question du temps de travail. Alors la question du temps de travail, elle est très intéressante parce que les agriculteurs ont toujours travaillé 70 heures ou 80 heures par semaine. Et pendant des décennies, ils ne se sont pas plaints. Et aujourd'hui, vous dites c'est insupportable. C'est insupportable parce que avant, la vie était moins chère et ils vendaient le cochon au même prix que nous, on le vendait, alors que la vie est beaucoup plus chère. Ces années... C'est-à-dire qu'on gagnait de l'argent, donc. Allez. Oui, on gagnait de l'argent. Là, nous, on n'en gagne pas. On n'en gagne pas du tout. Et travailler tous les jours en sachant qu'on ne peut déjà pas payer nos factures, dans la tête d'un agriculteur, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qui fait que on gagne 300 € par mois à deux, c'est-à-dire 150 chacun, c'est-à-dire très très en dessous du RSA, très en dessous de tout en vérité. Qu'est-ce qui fait que quand même on bosse 70 heures par semaine? Parce qu'on est passionné. On a ça dans les tripes. C'est une évidence pour nous. On aime nos bêtes, on leur parle. Quand je vois que certaines personnes disent qu'on fait de l'élevage intensif, non. On fait de l'élevage intensif quand on n'aime pas nos animaux. Nous, on aime nos animaux. J'ai dû faire partir mes truies. J'ai pleuré. Et le dernier chargement de mes bêtes, je n'ai pas pu le faire. Les voir monter dans le camion. C'est une catastrophe. Mais c'est intéressant parce que vous n'êtes pas de là. Vous n'êtes pas de ce métier, vous n'êtes pas de cette tradition. Non, je suis de et la vous ville. n'avez pas d'obligation, vous. Alors que lui avait une obligation morale de continuer. Lui, je pense que dans sa tête, c'était pour son père, pour son grand-père. Moi, c'était pour lui parce que pour moi, c'était la seule chose qui allait le maintenir en vie, d'essayer de tout faire pour que l'exploitation continue. Et là, même si j'ai fait le choix de plus faire d'élevage, mon combat aujourd'hui, c'est pour lui. C'est pas pour moi, c'est pour lui et pour tous les autres surtout.
Alors, il y avait ces 3 embryons. Oui. Ça, c'est une des énormes difficultés, c'est qu'il a fallu les détruire. Oui. Parce que la loi ne vous autorise pas. Parce qu'en France, les embryons congelés, si les 2 parents ne sont pas en vie, on ne peut pas les récupérer. Il faut que ça soit congelé à l'étranger, ce qui n'était pas mon cas. Après, on peut faire une procédure au tribunal, mais ça peut durer 10 ans et un embryon congelé n'est viable que 5 ans. Vous Donc n'avez j'ai pas... eu 2 choix Ouais. face à moi, de les détruire ou de faire don de mes embryons à un couple stérile, ce qui était pour moi juste impensable. Parce que je vois pas pourquoi moi je n'avais pas le droit de porter mes enfants, parce que des embryons c'est des enfants, et qu'un autre couple qui est stérile et que ça me rend triste pour eux, ait le droit. Donc j'ai fait le choix de les détruire. J'étais très touché par votre histoire, voilà, Camille Borin. J'espère l'avoir bien portée. Oui. Et avoir porté votre voix. J'ai tiré cette histoire de ce livre qui s'appelle « Tu m'as laissé en vie », qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.